J'aimerais bien vous parler des heures durant du rôle du peptidoglycane, mais je serais bien obligé un jour ou l'autre d'aborder sa composition. Et ce jour-là, je pourrais pas me contenter de vous balancer qu'il s'agit d'un polymère de N-acétylglucosamyle et d'acide N-acétylmuramique, reliés entre eux par des ponts peptidiques composés notamment de glutamate, lysine et alanine. Donc, plutôt que d'éviter d'aborder les molécules du vivant dans mes sujets, je vais plutôt lancer une série de vidéos qui aura pour but de vous expliquer comment à partir de ça, un atome, on arrive à construire quelque chose d'aussi complexe que ça, un être humain. Pour ce faire, on va reprendre les bases de chimie, qui vont très vite se transformer en de la biochimie, et qui va nous servir à décrire les mécanismes de biologie cellulaire. Après, on essaiera de finir sur des choses plus concrètes, comme de l'histologie et de la physiologie, qui serviront à réimbriquer toutes les pièces du puzzle et à mieux comprendre comment le corps humain fonctionne. Et donc on commence tout de suite avec l'atome. Alors, pour la plupart d'entre vous, ce que je vais énoncer ici, ce sera vraiment que des bases, vraiment le b.a.-ba, mais c'est vraiment indispensable pour ce qu'on va faire par la suite, donc je vous conseille quand même de suivre au cas où ça mange pas de pain. Un atome, c'est quoi? En fait, c'est le plus petit élément qui compose un corps simple. C'est-à-dire que si tu prends un objet, que tu le coupes en deux, encore en deux, etc. inlassablement, à la fin tu obtiendras un atome, qui est l'unité de base des corps simples. Alors, un atome, on peut l'observer au microscope, mais pas les microscopes optiques que vous connaissez, on est plutôt sur des microscopes électroniques qui permettent de voir des choses encore plus petites. Ici, vous voyez bien une maille bien organisée où les boules représentent des atomes. Et on va essayer de détailler un peu la structure interne de ces boules. Si on pouvait zoomer sur cette boule, on s'apercevra que c'est quasiment vide à l'intérieur. En fait, il y a un noyau tout petit au milieu, et autour un énorme nuage électronique qui est 100 000 fois plus important que le noyau, mais qui est composé que de quelques électrons, ce qui fait que c'est relativement vide. On va commencer par le noyau, qui est composé de boules, qu'on appelle des nucléons, et on va voir qu'il y en a deux types, les protons et les neutrons. Ce sont deux particules relativement similaires, elles se ressemblent beaucoup, elles ont le même poids. La principale différence, c'est leur charge, c'est-à-dire que le proton est positif, et le neutron, comme son nom l'indique, est neutre. Et c'est justement le nombre de protons qui va déterminer l'élément auquel on a affaire, c'est la charge. En fait, les neutrons servent de colle pour maintenir les protons entre eux, pour éviter que les charges plus se repoussent. Et donc ça se fait au moyen de l'interaction forte. C'est une force qui se manifeste quand deux objets sont très proches, de l'ordre de la taille du noyau, et qui est nettement supérieure à la force de répulsion entre les deux charges plus. Donc du coup, le nombre de protons, il sert juste à déterminer l'élément auquel on a affaire. On change de nombre de protons, on change d'élément. Si on change de neutrons, on change simplement de ce qu'on appelle l'isotope de l'élément. C'est-à-dire que ça change pas sa nature fondamentale, par contre ça change sa stabilité. C'est ce qu'on verra peut-être éventuellement plus tard dans le cadre de la radioactivité. On va prendre ici l'exemple du carbone. 6, c'est le nombre de protons de l'élément. On appelle ça le numéro atomique. Il sert à définir l'élément et il reflète aussi le nombre d'électrons. 12, quant à lui, c'est le nombre de nucléons. Donc par conséquent, il suffit de faire A-Z pour retrouver le nombre de neutrons. Alors, pourquoi on n'indique pas le nombre de neutrons directement plutôt que le nombre de nucléons? C'est parce qu'en fait, le nombre de nucléons, ça reflète la masse atomique, et que c'est beaucoup plus intéressant comme information que le nombre de neutrons. Alors voilà, on en a fini avec le noyau, et maintenant on va aborder le nuage électronique. Un électron, c'est une particule beaucoup plus petite que les nucléons qu'on a vus tout à l'heure. Et sa particularité, c'est que elle a une charge négative, donc elle va interagir avec le proton et compenser, faire un équilibre des charges. Donc les électrons, ils gravitent pas n'importe comment autour du noyau. Ils sont organisés en couches, qu'on note de K jusqu'à P, et il faut savoir que ces couches sont pas remplies au hasard non plus. C'est-à-dire que quand on a un atome d'hydrogène par exemple, avec un seul proton, donc il y aura un seul électron, on va commencer par remplir la couche K. La couche K, elle peut contenir que 2 électrons, donc une fois qu'on aura franchi l'hélium avec les 2 électrons, quand on arrivera à l'atome de lithium par exemple, là on remplira la couche L. Et la dernière couche à se remplir, on l'appelle la couche de valence. Une fois qu'une couche est pleine, on peut quasiment l'oublier. Elle fera plus d'interaction avec le monde extérieur et elle nous servira quasiment à rien. Nous, ce qui nous servira plus tard pour faire des liaisons, c'est la couche la plus externe, celle qu'on est en train de remplir. Je prends toujours l'exemple du carbone, mais il est quand même vachement pratique. Son numéro atomique, c'est 6. Il a 6 protons, donc il a 6 électrons. On remplit la couche K, on en met 2. Ensuite, on remplit la couche L. On met les 4 derniers qui restent. On la remplit pas à fond. Donc, les 4 électrons qu'on met sur la couche L sont les électrons de valence. Et c'est eux qui nous serviront plus tard à faire potentiellement 4 liaisons. Je vais profiter du fait qu'on parle des couches de valence pour commencer à aborder un thème dont on aura besoin plus tard, et il s'agit de l'électronégativité. L'électronégativité, c'est la capacité d'un élément à attirer d'autres électrons que les siens. Plus un noyau aura de protons,
plus la force d'interaction entre un gros noyau plein de protons et chacun des électrons sera élevée. Donc, plus il aura tendance à attirer d'autres électrons. Mais l'électronégativité, elle ne va pas croissante en même temps que le numéro atomique. Il faudra aussi prendre en compte la distance qui sépare le noyau de la couche externe. C'est comme quand vous prenez deux aimants. Quand ils sont assez proches, ils s'attirent, et dès que vous les éloignez, il n'y a plus d'interaction. Et c'est pareil avec l'atome. Aussitôt vous commencez à remplir une couche de valence, vous faites un saut de distance entre le noyau et la couche externe, et donc vous réduisez les interactions. À partir de ça, on se rend compte qu'au final, l'électronégativité, ça a tendance à faire en sorte que les couches électroniques soient remplies. Et ça, c'est un gage de stabilité. C'est-à-dire que les atomes qui ont déjà de base leur couche électronique externe remplie, on appelle ça les gaz rares, et ils sont archi-stables. Voilà, donc maintenant on a bien vu le noyau d'une part et le nuage électronique de l'autre. Maintenant on va essayer d'aborder la classification des éléments. Alors pour ça, je vous renvoie bien évidemment à la vidéo de Bruce qui vous expliquera absolument tout sur l'historique de la classification périodique. Moi, je vais essayer de vous la détailler plus précisément. Donc on peut constater que les atomes sont classés par ordre de numéro atomique, donc de nombre de protons, vous vous souvenez, et que chaque fois qu'on change de couche électronique, on repasse à la ligne. Ça va ? Alors je dis ça mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait ça marche que pour les deux premières lignes. Après ça se barre un peu en couille, hein. Les couches s'alternent, et je vais pas rentrer dans les détails, donc nous on va se cantonner aux 20 premiers éléments, ce sera déjà pas mal, et en plus c'est les plus abondants, et ça nous servira pour expliquer à peu près toutes les molécules du vivant. Je me permets de faire une petite parenthèse concernant l'électronégativité sur le tableau périodique. On constate que quand on se déplace sur une même ligne, plus on va à droite, plus l'élément est électronégatif. Et sur une même colonne, c'est l'élément qui est le plus en haut, qui est le plus électronégatif. Alors il faut savoir que l'électronégativité est une valeur quantifiable, donc comme ça apparaît ici, et on voit que le fluor c'est l'élément le plus électronégatif. Mais il nous sert pas tant que ça dans le vivant. Les éléments qui nous serviront et qui ont un réel impact, c'est ceux qui viennent juste après le fluor. Si vous avez une folle envie de retenir les 20 premiers éléments de la classification périodique, il y a une petite technique pour ça, que j'ai appris en seconde, donc je vous la retransmets ici, je sais pas si vous la connaissez. Lily bêchait bien chez notre oncle François Néron, pendant ce temps Napoléon mangeait allègrement 6 perdrix sans claquer d'argent. Pour les deux derniers, je laisse travailler votre imagination. Alors, je sais pas vous, mais moi ça m'a toujours fasciné de me dire que tout le monde qui nous entoure, c'est-à-dire cette table, les feuilles là, le rhum, les fruits, tout, c'était constitué avec uniquement une centaine d'atomes. Et j'étais encore plus sur le cul quand j'ai appris que le vivant, on arrivait à le constituer avec uniquement 5 de ces atomes. Chomps. Ce qui est pas tout à fait vrai, puisque s'il n'y avait pas le fer et le calcium, on aurait une sale gueule quand même. Mais disons qu'une grosse partie du corps humain est constituée avec uniquement ces 5 éléments. Et donc ça va être tout l'enjeu de cette série de vous expliquer comment à partir de 5 pauvres atomes, on arrive à constituer des molécules aussi complexes que des lipides, des glucides, des protéines, et que donc à partir de ça, on arrive à faire la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on abordera les molécules, et ça va commencer à chauffer. Ciao.